Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Patrick Caram, président du CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir. Le CREFOM a pour mission de faire émerger les problématiques des territoires d'Outre-mer. Nous y reviendrons plus largement en votre compagnie. Mais avant cela, voici les titres de ce lundi 29 juin. Du rififi dans la police. Après un courrier adressé au préfet, le commissaire Misignac se retrouve au cœur d'un conflit ouvert. Les agents mahorais n'ont que très peu goûté leur niveau jugé moyen par le chef de police. Ils menacent aujourd'hui de boycotter le défilé du 14 juillet. Le Mourengue est un sport traditionnel aux valeurs multiples. De moins en moins pratiqué, cet art du combat est menacé par les dérives de certains jeunes qui y voient un ring à ciel ouvert. Les explications dans notre journal. L'année se termine dans les écoles élémentaires de Lille. À cette occasion, l'école privée Fleur d'Ilang de Tsunzu 2 a profité de ce week-end pour organiser sa fête de fin d'année. Reportage à la fin de cette édition. La semaine dernière, nous révélions que des tensions touchaient actuellement le commissariat de Mamoudzou. Un conflit ouvert s'est déclenché entre les fonctionnaires mahorais et la direction départementale assurée par le commissaire Misignac. La fronde est partie d'un courrier adressé au préfet par le commissaire décrivant les problématiques rencontrées en zone police et relatives au phénomène délinquant. Une petite phrase abordant le niveau moyen, voire faible des policiers mahorais intégrés aura mis le feu aux poudres. Le commissaire Misignac est venu s'expliquer ce matin lors de la matinale de Kwezi. Les explications signées Fred Souleymana et Camille Idlas. Il n'aura fallu qu'une lettre pour que les tensions éclatent au commissariat de Mamoudzou. En cause, le niveau jugé moyen par le commissaire Misignac des fonctionnaires locaux qui se sentent aujourd'hui attaqués voire dénigrés par leur chef. Des propos que le commissaire a tenus ce matin à remettre dans leur contexte. Je parle d'un niveau moyen, je ne décris personne. Vous avez des fonctionnaires mahorais intégrés qui ont un excellent niveau, notamment en rédaction par exemple. Oui. C'est un niveau moyen, je ne vise personne et je ne vise aucun grade et aucune personne en particulier. Je fais le constat de difficultés et dans ces difficultés, il y a avec certains un niveau d'écrit en français qui est moyen, pas très bon, voilà. Et par contre, ceux-là même ont souvent une présence sur la voie publique, une activité voie publique, un sens policier extrêmement développé. Donc on est sur une note, excusez-moi, quelque peu technocratique, une note d'un chef de service qui fait un constat avec objectivité sur notre niveau d'efficacité. Dans sa lettre adressée au préfet, le commissaire Misignac évoque l'implication des mineurs, les étrangers, les vols par effraction et autres violences, sans oublier le rôle majeur des drogues non classifiées. Il évoque également la police municipale peu structurée et sans moyens et l'insuffisante prise en charge des mineurs délinquants, avant de se tourner vers sa propre circonscription et les problèmes internes au commissariat, notamment en ce qui concerne la formation de ses agents. L'objectif, c'est d'améliorer les choses. Donc dans cette note, je décris les difficultés. Et parmi les multiples difficultés, il y a celle-ci. Cette difficulté, c'est la formation continue. Et nous avons affaire à certains fonctionnaires qui n'ont pas eu de formation initiale, qui ont été formés depuis leur affectation et leur intégration, bien évidemment, mais qui doivent continuer de se former. Mais comme dans tous les services, il faut que nous soyons beaucoup plus performants, il faut former les policiers et continuer de former les policiers. Nous avons, entre 2013 et 2014, avec le Centre régional de formation, triplé les actions et les heures consacrées à la formation. C'est un objectif prioritaire et nous mettons tout en œuvre pour y arriver. Mais bien évidemment, je ne cherchais à dénigrer quiconque. Pour ce qui est de la menace d'une fronde et d'un refus de défiler lors du 14 juillet, le commissaire balaye toute responsabilité. Selon lui, le manque de volontaires ne date pas d'hier. Ce n'est pas la première fois que quelques semaines avant le 14 juillet, on a au sein du commissariat quelques difficultés à avoir des volontaires, tout simplement parce que ce défilé, l'ordre serré, c'est quelque chose que nous pratiquons peu, qui nécessite un entraînement effectivement, et donc des heures consacrées à tout cela. Voilà, mais il n'y a pas de lien, me semble-t-il, en tout cas avéré, entre cette note adressée à monsieur le préfet et à certains de mes proches collaborateurs et ce risque potentiel de défiler ou de ne pas défiler. D'accord. Ce matin, lors de cette interview, un agent du commissariat a détourné les ondes de la police et diffusé par le biais des talkie-walkie l'intégralité des propos du commissaire. Un signe clair de protestation puisque les ondes de la police ont été perturbées pendant de longues minutes. A noter qu'à la fin de l'émission, une musique festive a envahi les talkie-walkie de tous les agents. Preuve s'il en est que l'affaire risque fort de ne pas s'arrêter là.
Par le biais d'Abdul Karim Mohamed, le chef de la diplomatie comorienne, l'Union des Comores demande l'aide de l'Union européenne sur la question de l'immigration. Un appel de détresse et un aveu d'impuissance face au drame des ressortissants comoriens qui tentent chaque jour de rallier l'île au lagon. Les Comoriens qui résident à Mayotte n'ont pas hésité à réagir tant la question des drames qui se produisent dans le lagon mahorais les touche profondément. Sujet et interview signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Les réactions ne se sont pas fait attendre après la demande d'Abdul Karim Mohamed. Il faut dire que bon nombre de ressortissants comoriens vivent à Mayotte et dénoncent les malversations des représentants politiques de l'Union des Comores. Ils se disent tous victimes d'une politique injuste et fondée sur la corruption. Nsiona hiyo nzuzuri ataimsada ile pia wantu rahana wantu ufa baharini babo wantu asijaifa babo wantu alonawana na mimba oni yetu nzuzuri yesirtambisha na wasitena madamana wasurenga markezo wasuja tu msaada hizo wasuja tu kama si benefice donc itongeza wasi watiti obligé rife baharini obligé rije maore ou wasuda yamba maore yo Comore c'est pas vrai hein déjà plus de 30 ans wala wa Comore wabo wa France arma politiquement madamana wa on waranga mizawotu madamana Comore besende bari ya maore. À une heure où la misère ronge les Comores, le gouvernement de l'Union surfe sur la vague migratoire pour demander à l'Europe de faire preuve de générosité face au drame des Comoriens qui périssent en tentant de rallier Mayotte. Dans un plaidoirie prenant appui sur la difficulté de la population à admettre Mayotte comme terre étrangère, Abdul Karim Mohamed, chef de la diplomatie comorienne, ne remet cependant pas en cause la collaboration avec la France, première partenaire de développement du pays. L'Union européenne, il y a la France dedans. La France, il est au courant que bientôt il prépare le retour demain dans l'ensemble comorien. Il faut le faire. Même moi, si j'avais le moyen, j'aiderais aussi. C'est normal parce que nous vivons ensemble. Même si aujourd'hui Mayotte est une île française, on a choisi d'être département, mais il faut qu'on sache qu'on a nos amis, nos camarades, nos parents. La plupart, ça vient de l'Union des Comores. L'Union européenne, quant à elle, a répondu avoir pris note des observations du ministre, tout en reconnaissant ne pas avoir abordé le sujet. Il semble plus facile pour le pouvoir comorien de solliciter le vieux continent sur la question de l'immigration, plutôt que de tenter de résoudre les maux internes qui condamnent ses habitants. Le Mourengue est un sport de combat pratiqué dans l'océan Indien de Madagascar à Mayotte. Ainsi, chaque année, pendant le ramadan, juste après le Futuru, des Mourengues sont organisés dans chaque village. Aujourd'hui, après plus de 3 siècles de pratique de ce sport de combat, l'envie de préserver cette tradition se heurte aux dérives de la nouvelle génération. En effet, bon nombre d'anciens du village ont abandonné le Mourengue, ce qui entraîne de graves dérives qui risquent fort de faire disparaître cette discipline. Reportage signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Rester en mouvement et savoir esquiver les coups, ces combattants ont bien compris l'art de ce sport traditionnel. Il ne suffit pas seulement de savoir donner des coups, mais aussi d'en recevoir tout en restant digne. En ce mois de Ramadan, tous les week-ends, les jeunes du village se défient au mourengue. Et même s'il manque l'encadrement des anciens du village, pratiquer le mourengue reste ancré dans la culture mahoraise. Il va falloir avoir des organisateurs, surtout les grands, enfin les vieux, nos vieux. Il va falloir qu'ils soient avec nous, nous soutenir et tout ça, pour qu'on puisse organiser pour mettre de l'ordre. Ouais. Après chaque combat, les adversaires se tiennent la main pour bien montrer que cela reste un jeu. L'esprit du mourengue semble persister, mais les valeurs et le respect de la discipline se perdent progressivement. Et pour éviter que le combat se transforme en pugilat, les rares adultes présents tentent de calmer les plus énervés. Pourquoi tu te bats? Parce que j'aime un peu me battre, quoi. Parce que s'il n'y a pas Ramadan, on n'a pas envie de se battre, quoi. Après, quand pendant Ramadan, on profite de se battre, quoi. D'accord, mais ça t'apporte quoi? Ça m'apporte quoi? Là, j'ai ma confiance, quoi, comme quoi je suis fort, quoi. Bah, faut être en mouvement, quoi. Faut pas être prévisible, en fait.
faut que tu sois en mouvement et voilà. Et tu essayes de donner le max. Bah, c'est bien, enfin, ça permet de s'améliorer aussi. Bah, à force de se battre, bah, on devient plus fort après. Si certains profitent de ce moringue pour s'entraîner, d'autres veulent attirer l'attention de leurs bien-aimés ou même régler leur compte avec d'autres jeunes de leur quartier. Les adultes peinent à raisonner les plus indisciplinés, mettant en péril la pratique du moringue. Après 2 heures, les organisateurs ont dû stopper le moringue à cause des agissements de jeunes qui finissent par en venir aux mains et sortir un couteau pour en découdre. Mais la plupart du temps, bon, on essaie d'organiser, mais bon, après, il y a des groupes, des jeunes qui viennent en fait pour casser le rythme et casser le moringue. Rythmée par le son des tambours, cette pratique reste appréciée par la jeunesse mahoraise. Ce moringue qui avait pourtant bien commencé s'est mal terminé et les jeunes organisateurs découragés ne prendront sûrement plus le risque de réorganiser un moringue dans le village. Les traditions sont aujourd'hui mises à mal par quelques individus qui risquent fort de faire réagir les autorités et de mener à des interdictions pures et simples de cet art centenaire. Les 9e Jeux des îles se dérouleront du 1er au 9 août prochain à La Réunion. Sorte de Jeux olympiques de l'océan Indien, l'événement a lieu tous les 4 ans et regroupe les meilleurs athlètes de chaque catégorie. Les entraînements s'intensifient à la veille de cette grande messe pour les 7 îles de l'océan Indien. À Mayotte, les sélections redoublent d'efforts pour être fin prêtes le jour J. Rencontre avec la sélection masculine de handball. Dans ce sujet signé Jean-Nourdine Abdourahim et Leslie Vimenet. 4 ans qu'ils attendent cela. Le plus grand événement sportif de l'océan Indien est prévu dans 1 mois. Les athlètes mahorais s'entraînent actuellement pour être à la hauteur du rendez-vous. Et même si les handballeurs ne sont pas encore au complet, la sélection avance soudée. On est là sur la dernière ligne droite et tous les joueurs qui sont à l'extérieur commencent à rentrer. Il ne reste que Bavou qui va arriver la semaine prochaine et puis on sera bientôt au complet. Et là, la préparation va de bon train, tout le monde revient. Et même si ce n'est pas facile pour certains qui travaillent, mais ils essaient de s'y impliquer aussi. Avec la Réunion et les Comores dans la poule, la tâche ne sera pas simple pour les représentants de l'île au Lagon. Mais tous restent optimistes et croient pleinement en leur chance de passer le premier tour. Si on part d'ici avec les armes baissées, ce n'est pas la peine d'y aller. Il faut y croire, même si dans le groupe que nous avons un petit peu, on va dire que c'est le groupe de la mort. Mais tout est possible, hein, entre Madagascar, Mayotte, Comores qui est là. Tout est possible d'y passer, on a la chance, il faut le saisir. Donc quand il faut le saisir sur tous les matchs, pas uniquement se focaliser sur un match, mais pendant tous les matchs de championnat, il faut s'y mettre. Les jours défilent et la pression monte progressivement avant le début de la compétition. De leur côté, les coachs mesurent l'importance d'une bonne préparation. Là-bas, on le ressent par rapport à la qualité de l'entraînement et l'investissement des joueurs aussi. Ça a été un peu compliqué au départ, mais là on sent vraiment un peu plus d'investissement malgré les conditions, en connaissant bien que c'est le mois de Ramadan et tout. Mais on le sent à l'entraînement maintenant qu'il y a un peu plus d'investissement et on est dedans. Oui. Et on espère que ça payera. En tout cas, on travaille pour. Les 7 îles et leurs athlètes ont entamé la dernière ligne droite avant le grand départ pour la Réunion. Pour beaucoup de sportifs locaux, cet événement représente un rêve d'enfant. Mais avant d'en prendre plein les yeux, il leur faut travailler encore et toujours pour porter haut les couleurs de leur île natale. Le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer a vu le jour le 31 janvier 2014. Il a pour objectif de promouvoir les territoires d'Outre-mer et de défendre les valeurs du vivre ensemble. Avec nous ce soir, Patrick Caram, ancien délégué ministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et désormais président du CREFOM. Alors ma première question est simple, Monsieur Caram. Comment fait-on pour défendre les Français d'Outre-mer ? Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous menons des actions de lobbying intenses et le dernier dîner du CREFOM a été, de ce point de vue-là, un modèle. C'était la première fois qu'on recevait à dîner pendant plus de 4 heures le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, des ministres, des parlementaires. Et nous avons fait arbitrer à cette occasion par le président de la République différents sujets qui ont constitué des avancées considérables pour les Outre-mer et notamment l'un d'eux
qui va peut-être faire parler de lui pour les prochaines décennies, c'est l'égalité réelle économique. Cette égalité réelle économique, en clair, c'est un rattrapage que nous demandons sur la métropole et pas simplement ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un rattrapage social. Nous voulons un véritable rattrapage, c'est-à-dire le même taux de chômage, le même revenu par habitant, les mêmes problématiques de santé publique, le même taux de pauvreté, et vous pouvez le décliner dans tous les domaines. Alors justement, parlons du cas plus précis de Mayotte. Le retard y est plus important qu'ailleurs. Comment allez-vous faire pour défendre Mayotte à Paris? Mais parce que tout simplement, Mayotte a le droit d'intégrer ce concept, cet élan d'égalité réelle que nous lançons aujourd'hui. C'est vrai que Mayotte est le dernier en termes de revenus par habitant. Derrière, par exemple, Wallis et Futuna. Wallis et Futuna, le revenu par habitant, c'est 1/3 de la moyenne nationale, c'est l'avant-dernier. Mayotte, c'est autour de 25-26% de la moyenne nationale. Aujourd'hui, avec le plan de programme, la programmation stratégique Mayotte 2025, on va tout simplement mettre à niveau l'égalité sociale, c'est-à-dire qu'on va avoir le même SMIC, le même RSA, on va avoir les mêmes statuts pour les mêmes droits pour les fonctionnaires, etc. etc. En fait, Mayotte va rejoindre le peloton des départements, des autres départements d'outre-mer qui sont plus avancés. Mais ça ne veut pas dire que Mayotte sera au niveau national, ça ne veut pas dire que Mayotte aura les mêmes taux de chômage. Regardez, prenez le cas par exemple d'un département qui ressemble un peu à Mayotte, parce que ce département a un très fort taux d'immigration et aussi un taux de natalité important, c'est la Guyane. La Guyane aujourd'hui, son revenu par habitant est inférieur de moitié, c'est 51% à la moyenne nationale. La Guyane, ça fait 70 ans que la Guyane est département français. Ça veut donc bien dire que Mayotte 2025, c'est un outil extrêmement important, mais ce sera totalement insuffisant pour que Mayotte soit un département comme un autre département. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous ne voulons plus d'hypocrisie. Nous demandons simplement que les droits de tous les Français nous soient appliqués. Nous demandons donc au gouvernement, mais le président de la République en a accepté le principe et s'y est engagé avec nous et a nommé comme préfigurateur le président d'honneur du CREFOM, l'ancien ministre Victorin Lurel, qui est député président de région de Guadeloupe. Eh bien, le président de la République a accepté le principe de ce rattrapage sur les standards de l'Hexagone. J'ajoute que nous avons avec nous le soutien du monde économique. Le soutien du monde économique et notamment de la FEDOM. Et je voyage aujourd'hui avec le président de la FEDOM, Jean-Pierre Philibert, parce qu'il est important de dire qu'aujourd'hui, le développement économique se fera par les entreprises, ça se fera par les investissements, ça se fera pas simplement par du rattrapage social. C'est le message que nous donnons aujourd'hui, Jean-Pierre Philibert et moi-même, en nous déplaçant ensemble à Mayotte. Alors à Mayotte, justement, votre relais, ça sera Noussoura Souleymana, l'ancien président du syndicat CFE-CGC. Quels seront vos rapports? C'est très important aujourd'hui que Mayotte dispose d'un relais important et Noussoura, qui est sur ce plateau, qui est à mes côtés, qui a été à mes côtés pendant tout mon déplacement et qui le sera encore demain et après-demain, eh bien Noussoura va devoir jouer un rôle extrêmement important. Important d'abord dans la structuration du CREFOM Mayotte. Je lui demande, comme je l'ai demandé aux autres CREFOM, de ne pas rentrer en guerre avec les autres territoires, par exemple avec la Réunion. Rien ne doit diviser le CREFOM Mayotte et le CREFOM Réunion. Mais au-delà de ça, il doit rassembler les élus. Je dis simplement que les élus de Mayotte jouent un rôle important. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, ils sont extrêmement présents. Je pense au sénateur Tani, mais pas seulement. Je pense à tous les élus de Mayotte qui se battent pour que Mayotte puisse avoir un rôle important. Je pense au président du conseil départemental. Il est important qu'il les rassemble dans notre structure. Il est important aussi que le monde économique s'y soit présent, que les syndicats soient présents, que la société civile et que l'ensemble des territoires, l'ensemble des communes de Mayotte y soient représentés. Pourquoi? Parce que tout simplement, Mayotte a besoin de lobby. Mayotte a besoin de lobby pour peser. Nous avons réussi avec d'autres CREFOM à porter des revendications qui ont abouti grâce à la mobilisation locale que nous avons relayée au niveau national. Mayotte a besoin aujourd'hui de faire émerger des revendications locales que nous allons ensuite relayer au niveau national. Et un exemple très simple, les nominations. Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, alors que Mayotte et compte en son sein, et je les ai identifiés, quelques responsables administratifs d'excellence qui pourraient parfaitement être sous-préfets,
est-ce qu'il est normal qu'il n'ait jamais été normé? Nous avons essayé récemment de le faire et nous avons échoué parce que la technostructure administrative est extrêmement conservatrice, elle se referme sur elle-même et elle joue simplement le jeu du réseau interne. Et ça, c'est pas acceptable. Nous avons donc besoin d'un CREFOM mahorais fort pour faire avancer les problématiques de Mayotte et défendre Mayotte au sein du CREFOM et au sein de l'ensemble des Outre-mer. Alors justement, vous venez de le dire, vous avez échoué. Alors quel est exactement votre impact? Quels sont vos moyens de pression? Vous êtes juste là pour donner conseil? Non, plus que ça. On fait du lobbying intense. On n'a pas réussi sur ce dossier, ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas. Moi, je vous annonce que je remettrai le dossier à l'ordre du jour. Je vous annonce qu'on a réussi pour La Réunion. Par exemple, le directeur départemental de la sécurité publique, sa nomination nous doit beaucoup. Par exemple, l'actuel ambassadeur de France aux Comores, c'est un Guadeloupéen, Roby Jude. Si nous n'étions pas intervenus, si je n'avais pas parlé au président de la République, il ne serait pas, sans doute, là où il est. Et nous avons des dizaines de nominations que nous avons réussi à mettre en œuvre, mais nous avons besoin, dans un certain nombre de cas, de la mobilisation des acteurs locaux. Notre rôle à nous, c'est à la fois de faire émerger des propositions et aussi de les imposer. De les imposer comment? Bien avec la mobilisation de tous. Nous avons besoin des élus mahorais. Sans les élus mahorais, nous n'y arriverons pas, je le leur dis. La société civile à Mayotte a le droit d'exister, mais les politiques, les responsables politiques ont le devoir d'être ensemble avec cette société civile pour pousser Mayotte. Toute autre attitude, eh bien, ce serait pour Mayotte, eh bien, ce serait préjudiciable. C'est l'unité qui arrivera à pousser Mayotte. Et j'ajoute que Mayotte tout seul ne peut rien dans la République. Il faut que ce soit l'ensemble des Outre-mer qui se mobilisent ensemble. Et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Nous avons réussi à mobiliser tous les territoires d'Outre-mer, l'Hexagone. Et c'est plus simplement 400 000, 200 000 personnes, c'est 3 600 000 ultramarins qui, ensemble, aujourd'hui, revendiquent un certain nombre de choses. Je vous ai parlé de l'égalité réelle, qui sera une vraie révolution. Vous vous souvenez de cette départementalisation? Vous parlez de révolution, qu'est-ce que vous en 46 par là? En 46, vous aviez la départementalisation qui a réussi à faire monter le niveau de vie et à apporter des standards qui sont des standards sociaux communs. Ce que nous voulons dire par Nouvelle Révolution, c'est que nous voulons par exemple le même revenu par habitant. Au lieu d'avoir aujourd'hui 25% de la moyenne nationale, nous voulons 100% de la moyenne nationale. Au lieu d'avoir 33 années de retard pour Mayotte en matière de mortalité infantile, nous voulons que Mayotte regagne le standard national. Au lieu d'avoir des taux de chômage de jeunes 3 ou 4 fois supérieurs à la moyenne nationale, nous voulons que Mayotte, effectivement, ne soit pas lésée. Nous voulons tout simplement que quelqu'un qui naît en Outre-mer, et je suis Guadeloupéen, quelqu'un qui naît en Outre-mer ait les mêmes chances que quelqu'un qui naît dans l'Hexagone, ni plus ni moins. Nous ne voulons pas que l'Outre-mer soit mieux traité, mais nous ne pouvons pas accepter 70 ans après la départementalisation, d'être moins bien traité et d'être à la traîne de tous les départements de l'Hexagone. Je vous donne 2 chiffres qui vont vous montrer à quel point la situation est dramatique. Vous vous souvenez que le Premier ministre avait parlé pour la Seine-Saint-Denis. Le Premier ministre avait dit que la Seine-Saint-Denis était un territoire quasiment apartheid, où se pratiquait l'apartheid. Il pouvait parler d'apartheid social. Il avait dit que c'était un territoire de relégation. Le taux de pauvreté de la Seine-Saint-Denis est autour de 24%. Quel est le taux de pauvreté de Mayotte? Faites le compte, 3 fois supérieur, 4 fois supérieur dans l'ensemble des Outre-mer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les départements d'Outre-mer et les territoires d'Outre-mer, nous sommes encore plus bas que le plus bas des départements français. Je prends par exemple le revenu par habitant. Quel est la région la plus pauvre de France? La région la plus pauvre de France, c'est la Picardie. Vous faites la moyenne de l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer et vous arrivez à 80% de la Picardie. C'est-à-dire que notre moyenne ultramarine n'est même pas à 80% du revenu par habitant de la Picardie. Vous voyez donc bien que nous avons aujourd'hui une véritable révolution à engager. Et j'ajoute que j'ai entendu certains proposer des contrats, un mode contractuel. Ça ne marche pas. Les promesses dans les contrats, ça ne marche pas. L'État fera si l'État est obligé. C'est une obligation de résultat pour l'État avec un droit opposable, c'est-à-dire la capacité pour les territoires à aller ensuite en justice et à faire condamner l'État si l'État ne respecte pas ses obligations. Si nous n'avons pas cette obligation de résultat, avec le droit opposable, avec aussi une évaluation tous les 2 ans par une autorité indépendante, eh bien nous n'y arriverons pas. Nous avons aujourd'hui très peu de temps pour y arriver. Cette loi, il faut qu'elle soit votée au Parlement, soit pour la fin
de l'année 2015, soit en début d'année 2016. Et ensuite, après cette loi cadre qui sera une loi forte, il faudra des plans territoriaux. Et Mayotte 2015 doit être intégré dans le plan de Mayotte. Mais ce plan de Mayotte doit être amélioré. Il doit être renforcé parce qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. Il faut que dans ce deuxième plan, nous prévoyons le développement économique et pas simplement le rattrapage social. Et pour ça, nous avons effectivement, et c'est un appel vraiment que je lance aux élus, nous leur disons, soyez avec nous, comme nous sommes avec vous dans ce combat, c'est l'intérêt de Mayotte et nous comptons sur vous. Merci beaucoup Patrick Karam d'avoir accepté notre invitation. Merci. De la prison ferme pour le tueur de Dugong et l'UTAS toujours en grève, c'est également dans l'actualité de ce lundi 29 juin. 8 mois de prison dont 3 fermes. Le tribunal correctionnel a statué vendredi sur le sort de Funguo Abdou, braconnier récidiviste et chasseur de Dugong, présenté au juge en comparution immédiate. Appelé à la barre, le parc marin a fourni quelques éléments biologiques et numériques relatifs à cette espèce protégée. Puis, suite aux révélations sur les détails du meurtre mis en lumière par l'autopsie de l'animal, le président a laissé la parole au prévenu, non sans préciser en guise d'introduction son état de récidiviste. Cela dit, son dossier relatif au premier jugement ayant été égaré, le juge n'a pu prendre en compte cette donnée. Funguo Abdou a bien tenté maladroitement de se justifier, mais il s'est heurté au représentant des affaires maritimes, ce dernier lui rappelant les règles relatives à la pêche au filet interdite à cet endroit. Une peine qui paraît bien clémente tant le mis en cause ne semble toujours pas avoir saisi la portée de son acte. Depuis le 15 juin dernier, l'unité territoriale d'action sociale de Petite-Terre est en grève. Les agents de l'UTAS ne veulent plus travailler dans des locaux ne répondant pas aux normes d'hygiène, de sécurité et de confidentialité. Les agents réclament la mise en œuvre du protocole de fin de conflit signé en juin 2014. Le conseil départemental s'était engagé à déménager l'UTAS et à recruter des travailleurs sociaux. Seulement après 2 semaines de grève, le conseil départemental ne daigne pas réagir et le mouvement s'enlise. A noter que le président du CD, Ibrahim Swabahadine Ramadani, ainsi qu'Issa Abdou, le vice-président chargé des affaires sociales, sont actuellement en métropole. Ceci expliquant peut-être cela. En 2011, Météo France lançait avec le soutien de la Direction générale de la prévision des risques du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le site Pluie Extrême. Depuis le 23 juin dernier, le site Pluie Extrême 1, qui recense des éléments météorologiques et historiques sur les épisodes pluvieux remarquables, est étendu au département d'Outre-mer, la Réunion et Mayotte, mais aussi les Antilles, Petite-Île et la Guyane. L'ouverture de cette base de données en ligne a notamment pour objectif d'aider les acteurs de la prévention des risques naturels à évaluer les risques liés aux événements pluvieux intenses et participe à la conservation de la mémoire des événements remarquables. Un outil non négligeable quand on connaît les dégâts relatifs aux fortes pluies qui sévissent dans les dom-toms. Et la nouvelle est tombée en fin de journée. La compagnie Interil, dont le directeur général Seyfoudine Inzoudine s'est rendu en urgence à Moroni, vient d'annoncer que Interil quitte les Comores et s'installe désormais en Tanzanie. La menace était réelle suite à la décision unilatérale prise par les autorités comoriennes d'instaurer une taxe à l'international pour les voyageurs, notamment ceux à destination de Mayotte. La décision de la direction d'Interil a été prise sans détour, démontrant ainsi que les pourparlers avec le gouvernement et l'aviation civile comorienne n'ont pas abouti. Et on enchaîne avec l'école élémentaire privée Fleur d'Ilang qui a organisé ce samedi sa fête de fin d'année. Au programme spectacle sur un thème fédérateur, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Cette kermesse a permis de clôturer l'année et de se donner rendez-vous à l'année prochaine. Les CM2 vont quant à eux voguer vers de nouveaux horizons avec le passage chez les grands du collège. Reportage signé Abbas Salidi et Leslie Vimenet. Après une première reproduction avant les vacances de Noël, les enfants ont présenté leur spectacle final, point d'orgue d'une année réussie pour une école privée qui offre des prestations souvent bien plus abouties que dans le public. C'est vrai que les enfants qui relèvent d'une éducation, une prise en charge spécialisée, individualisée, on n'a pas l'espace nécessaire pour les recevoir, donc ça c'est ce qu'on ne peut pas faire.
Par contre, on a une équipe très soudée qui permet à l'enfant, quoi qu'il en soit, d'avoir autour de lui des gens compétents qui sont à l'écoute, qui le prennent en considération dans sa problématique et qui font en sorte de faire évoluer la situation avec la collaboration des parents. Donc sans laquelle on ne peut pas être en réussite, ça c'est sûr. Un spectacle haut en couleurs, fruit d'un travail de plusieurs mois, une belle réussite comme l'expliquent ces enfants aux anges à la fin de leur représentation. Alors au début j'avais un peu le trac, mais ensuite j'ai commencé à faire le foufou. Ensuite le trac complètement parti. Alors j'ai fait ce que je voulais en fait. On a dansé, on a fait du théâtre et je suis contente qu'on a participé avec les petits, les moyennes sections et les grandes sections. Et c'était la meilleure journée de Fleur-du-Langue ici, la fête. Oui, j'ai été contente car on s'est bien amusé. Hein. D'ailleurs, on s'amuse et donc on est super contents et c'est cool. Comme les autres, je suis pas content. Il faut savoir que c'est notre... nous, CM2, c'est notre dernière fête de l'école. Donc on essaie d'en profiter un maximum. J'ai fait passe-partout. C'était un peu rigolo, marrant. Mais on s'est bien amusé. Oui, très content. Parce que pour une fois, on a fait une pièce de théâtre, elle était plutôt cool. Et on s'est super bien éclaté. On a donné tout ce qu'on pouvait et puis c'était pas mal, ouais. Au-delà du seul spectacle, c'est le message fédérateur que souhaite retenir ce parent d'élève. On doit tous vivre ensemble, qu'on soit mahorais, métro, musulmans, chrétiens. Quand on entend tout ce qu'on entend aujourd'hui dans le monde, et notamment encore aujourd'hui des attentats en Tunisie, je pense qu'effectivement, il faut mettre beaucoup de moyens à l'école primaire pour que les enfants puissent apprendre à vivre ensemble. Les enfants se donnent maintenant rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Mais avant cela, place aux vacances d'été pour des jeunes apprentis acteurs qui l'ont bien mérité. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez Ornella Perrine qui vous donnera des nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après à 19h35 l'invité du temps de parole Philippe Misignac, commissaire de police. Il était au micro de Patrick Millan ce matin. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV.